Le premier point donc, sur lequel se sont axées ces recommandations, c'est la confirmation du diagnostic d'embolie pulmonaire. Et vu le temps imparti, je ne parlerai pas des embolies pulmonaires à haut risque, je ne parlerai pas non plus du Covid et de l'embolie pulmonaire, et je présenterai donc les principaux points clés. Tout d'abord, pour la confirmation du diagnostic, sachant que les signes cliniques de l'embolie pulmonaire ne sont pas spécifiques, et depuis les recommandations de 2014, donc ce diagnostic donc, va se baser sur des scores de probabilité clinique, et les deux scores qui sont proposés et qui sont les plus performants, c'est le score de Wells et c'est le score de Genève. Et pour les malades qui ne sont pas hospitalisés, là on recommande d'utiliser le score de Genève simplifié avec donc en se basant sur les scores à 3 niveaux de probabilité: probabilité basse, intermédiaire et haute. Dans le cas où l'embolie pulmonaire est de faible probabilité ou bien de probabilité intermédiaire, dans ce cas, il est recommandé de pratiquer un dosage des dimères qui, s'ils sont négatifs, ça va permettre d'éliminer le diagnostic d'embolie pulmonaire. Mais sachant que les dédimères, justement, leur spécificité va diminuer avec l'âge, là, il est suggéré d'utiliser, donc, à partir de l'âge de 50 ans, un cut-off qui était, donc, ce cut-off est égal à l'âge multiplié par 10. Et justement, donc cette suggestion découle des résultats des différentes études et des méta-analyses. On prend par exemple cette méta-analyse récente qui a été publiée en 2022 et qui s'est basée sur plus de 47 000 patients. Et on voit bien donc, d'après les résultats, que les deux méthodes, donc la méthode conventionnelle et la méthode ajustée à l'âge, sont tout aussi sensibles. Par contre, la méthode conventionnelle comporte plus de faux positifs par rapport à la méthode ajustée à l'âge. Récemment, les Australiens ont proposé une règle, c'est la règle de PERC, Pulmonary Embolism Rule-out Criteria. En fait, cette règle utilise un certain nombre de critères qu'il faut éliminer, et après avoir éliminé ces critères, on peut éliminer le diagnostic d'embolie pulmonaire sans avoir recours au dosage des dimères. Bien entendu, ceci suppose que la probabilité de l'embolie pulmonaire, la probabilité clinique est faible et qu'on est en situation hors grossesse et hors post-partum. Dans le cas où la probabilité clinique de l'embolie pulmonaire est haute, dans ce cas, il est recommandé de pratiquer donc un angioscanner sans avoir recours au dosage des dédimères. En effet, même un taux normal de dédimères ne permet pas d'éliminer le diagnostic avec suffisamment de certitude. Et donc, dans le cas où l'angioscan ne montre pas d'embolie pulmonaire ou ne montre pas de diagnostic alternatif, dans ce cas, il est suggéré d'avoir recours à une échographie cardiaque ou alors une scintigraphie. Et dans le cas où l'échographie du Doppler est utilisée pour la confirmation du diagnostic, dans ce cas, il est recommandé, donc contrairement aux recommandations de 2014 où le diagnostic là, donc l'écho-Doppler est suffisant pour porter le diagnostic d'embolie pulmonaire dans le cas où il y a des signes cliniques évocateurs. Donc, dans les recommandations de 2019, il faut évaluer la sévérité et la mortalité précoce également doit être considérée et ceci permettra de mieux guider la conduite ultérieure. Dans les recommandations de 2019 également, le rôle de la scintigraphie tomographique de ventilation-perfusion a été mieux souligné par rapport aux recommandations antérieures et il a été démontré que cette méthode avait entraîné une moindre irradiation par rapport à l'angioscan et elle avait une meilleure performance diagnostique par rapport à la scintigraphie. Toutefois, d'autres études sont nécessaires pour mieux évaluer sa place
par rapport dans toute cette panoplie d'examens. Donc le deuxième point sur lequel ont été axées ces recommandations, c'est la stratification du risque. Et là, on va se baser sur le score PESI, l'index de sévérité de l'embolie pulmonaire, qui va estimer le risque de mortalité à 30 jours. Et lors des dernières recommandations de 2019, ce score a été simplifié, et là, on parlera de SPSI. Et dans le cas où le SPSI est nul, dans ce cas, le risque de mortalité est faible. Dans le cas où le SPSI est supérieur ou égal à 1, le risque de mortalité à 30 jours sera soit intermédiaire ou élevé dans le cas où il s'associe à un choc hémodynamique. D'autres critères ont également été proposés, ce sont les critères ESTIA. En fait, les critères ESTIA sont utiles pour décider de la prise en charge ambulatoire du patient ou bien s'il y a une possibilité de sortie précoce chez les malades qui sont hospitalisés. Et en fait, là encore, c'est les critères, donc c'est un ensemble de critères sur lesquels on va se baser et qui doivent être éliminés. Et dans le cas où aucun des critères n'est présent, là, la prise en charge en ambulatoire est envisageable. Dans le cas contraire, s'il y a un critère au plus, dans ce cas, celle-ci ne peut pas être conçue. Autre point sur lesquels se sont basées les recommandations de 2019, c'est le rôle de la dysfonction du ventricule droit qui va être associé à une augmentation du risque de mortalité précoce, donc chez les patients hémodynamiquement stables et notamment chez les patients chez lesquels une sortie précoce ou une prise en charge ambulatoire est plutôt une sortie précoce est envisagée. Et parmi les critères de dysfonction du ventricule droit, ça peut être une dilatation du ventricule droit, une augmentation du rapport VD sur VD, une augmentation de la vitesse du jet, de l'insuffisance tricuspide, mais il y a surtout le shunt droit-gauche à travers un foramen ovale perméable ou la présence de thrombus dans le cœur droit, donc ils vont s'associer à une majoration du risque de mortalité. L'évaluation doit se faire par l'échographie cardiaque ou par les biomarqueurs, comme les troponines, les BNP ou les pro-BNP, et ceci même lorsque l'index SPSI est bas. Donc là encore, cette recommandation émane donc, du résultat des méta-analyses et des études qui ont été publiées. Et là, par exemple, en 2019, il y a eu cette méta-analyse qui a donc considéré des patients qui avaient une embolie pulmonaire à bas risque, et chez les patients, on a comparé le pronostic chez ceux qui avaient une dysfonction du ventricule droit par rapport à ceux qui n'en avaient pas. Et là, les résultats sont assez parlants, puisque les patients qui avaient une dysfonction du ventricule droit à l'écho ou bien une augmentation des marqueurs biologiques avaient donc un risque de décès précoce plus élevé par rapport aux autres patients. Donc le troisième point qui a fait l'objet de ces recommandations, c'est le traitement initial et le traitement d'entretien de l'embolie pulmonaire. Et ce traitement, il va être fonction du statut hémodynamique et du profil du risque. Et là, je ne parlerai pas des patients qui ont des embolies pulmonaires à risque élevé. Donc là, il faudra commencer immédiatement le traitement en cas de forte probabilité clinique, mais aussi dans les autres situations où la probabilité clinique est intermédiaire ou même faible, avec des délais d'investigation qui sont assez lents, supérieurs à 4 heures pour la première et supérieurs à 24 heures pour la deuxième. Ce traitement doit être administré à dose curative en l'absence de contre-indications et de risques hémorragiques, comme par exemple une coagulopathie sévère, comme par exemple une hémorragie intracrânienne, une hémorragie active ou une chirurgie récente qui s'est accompagnée de saignements. Donc la posologie, bien entendu, doit être adaptée au poids corporel. Et là, deux options s'offrent à nous. La première option, c'est le traitement par l'héparine avec un relais précoce dès le premier jour par un antivitamine K ou un AOD. Et la deuxième option, c'est un traitement par un anticoagulant oro direct.
Donc pour l'héparine, donc il est recommandé de privilégier les HBPM et le fondaparinux par rapport aux HNF, étant donné qu'ils ne nécessitent pas d'adaptation des doses à des tests d'hémostase, qu'il y a une réduction de risque de thrombocytémie sévère induite, sauf bien entendu en respectant les contre-indications qui sont une insuffisance rénale sévère, une instabilité hémodynamique et l'obésité. Donc, le recours se fera immédiatement. Donc, on aura par la suite un relais par les antivitamines K dès la confirmation du diagnostic et en l'absence d'un cancer connu. Mais en même temps, il faudra poursuivre l'HNF ou l'HBPM pendant au moins 5 jours jusqu'à ce que l'INR, 2 INR consécutives à 24 heures d'intervalle seront comprises entre 2 et 3. Il faut toutefois insister sur l'inconvénient des AVK avec le risque hémorragique, la variabilité individuelle, les interactions médicamenteuses, ce qui incite donc à beaucoup de vigilance chez ces patients. La deuxième option, donc, c'est le traitement par les AOD qui sont venus renforcer ces dernières années l'arsenal thérapeutique. Donc, ce sont de puissants anticoagulants à action rapide qui sont actifs par voie orale et ce sont des inhibiteurs des protéines de coagulation activées. Donc, ça peut être le facteur de la coagulation 10A. Ceci est le cas du rivaroxaban, de l'apixaban et de l'édoxaban. Et ça peut être un inhibiteur de la protéine 2A ou thrombine. C'est le cas du dabigatran. Donc ces anticoagulants, ces AOD vont être administrés à dose fixe sans contrôle biologique. Ils ont l'avantage d'avoir une demi-vie courte, donc facilement éliminée. Et bien entendu, il faudra respecter leurs contre-indications comme l'insuffisance rénale sévère, l'instabilité hémodynamique, la grossesse, l'allaitement, les interactions médicamenteuses majeures et puis le syndrome des antiphospholipides. Actuellement, nous disposons de plusieurs AOD, donc en Tunisie, nous avons le rivaroxaban qui est disponible sous 2 formes, le xaban et le riva, et puis il y a l'apixaban, c'est l'Elixtra, donc qui sont venus donc rendre de nombreux services pour les patients, faciliter la prise en charge, mais ils ont l'inconvénient d'avoir un prix donc relativement élevé et pour le moment ils ne sont pas remboursables remboursés par la CNAM. Les recommandations de 2019 également évoquent la possibilité d'une sortie précoce après 24 heures chez les patients qui ne présentent pas de comorbidité sévère, qui ne sont pas à risque de mort subite, et puis chez lesquels on est sûr de pouvoir avoir un suivi médical et suivi du traitement à domicile qui est assuré. Là encore, cette recommandation est le résultat des études et des méta-analyses. Je cite celle-ci, qui a considéré des patients qui étaient traités à domicile et qui avaient un score ESTIA ou un SPSI qui était bas. Et on a constaté que seuls 2 des patients ont présenté une récidive et aucune des récidives n'est survenue durant les 7 premiers jours, d'où la sécurité de traiter à domicile chez les patients qui ont des scores de risque qui sont peu élevés. Un autre point sur lequel se sont axées ces recommandations, c'est le suivi optimal des patients ayant une embolie pulmonaire. Et là, jusqu'à 2019, il n'y a pas eu de recommandations concernant le suivi des patients. En plus, en 2020, grâce au groupe de travail, il y a eu des données supplémentaires qui, justement pour le suivi de ces patients, après leur sortie de l'hôpital.
Donc, en fait, une fois le diagnostic confirmé, il faudra évaluer le risque de saignement de patient, il faudra éliminer une contre-indication absolue aux anticoagulants, et puis il faudra identifier le traitement anticoagulant optimal pour le patient. De même, il faut évaluer et traiter un saignement anormal chez la femme. Au cours du premier mois, il faudra s'assurer de l'observance et de la tolérance du traitement, s'assurer de la régression des symptômes. Il faudra faire un screening, mais ce screening doit être limité chez les patients qui n'ont pas d'embolie pulmonaire provoquée, et il n'est pas recommandé de faire un screening de la thrombophilie génétique ou des antiphospholipides. Justement, pour le screening du cancer après embolie pulmonaire, mon ami le professeur Bou Sofara en a bien parlé, mais c'est pour insister que le risque absolu est élevé durant les 6 premiers mois chez les patients qui n'ont pas de thrombose veineuse, maladie thromboembolique non provoquée, et chez les sujets âgés de plus de 50 ans. Le screening du cancer doit être limité, se limitant à un examen physique, aux examens de labo habituels, en fonction des examens spécifiques à l'âge et selon la suspicion et les signes d'orientation clinique. Les HBPM sont recommandés en première intention dans le cas où la pathologie est néoplasique et elle est évolutive, et les AOD commencent à se faire une place. Toutefois, il faut insister sur le fait que le risque hémorragique est augmenté par rapport au HBPN chez les patients qui présentent des néoplasies digestives et urologiques. Pour la thrombophilie, ils seront réalisés seulement si les résultats attendus peuvent modifier l'attitude thérapeutique, comme par exemple la durée du traitement anticoagulant, la contraception, la prophylaxie de la grossesse. Il est suggéré de screener les patients de moins de 50 ans après un premier épisode thromboembolique et avec une histoire familiale thromboembolique. Les AOD ne sont pas recommandés chez les patients avec un syndrome des antiphospholipides. Pour le traitement, à plus long terme, au bout de 3 à 6 mois, là va se discuter le problème de l'arrêt des anticoagulants. Là, justement, l'arrêt doit être discuté chez les patients qui ont une embolie pulmonaire provoquée. Il faut considérer la limitation du traitement chez la femme qui a une embolie pulmonaire après un traitement hormonal. Il faut vérifier l'absence de cancer actif et estimer le risque de saignement si le traitement anticoagulant est envisagé à long terme. Et également, il faudra évaluer la dyspnée et éliminer une hypertension artérielle pulmonaire. En ce qui concerne justement la poursuite ou non du traitement, comme je l'ai dit, au bout de 3 à 6 mois, là, la décision d'arrêter va dépendre du risque estimé de récidive à long terme. Et dans le cas où ce risque est estimé bas, c'est-à-dire s'il y a des facteurs de risque transitoires ou réversibles, là, par exemple, dans certaines situations, comme une chirurgie avec une anesthésie générale qui a duré plus de 30 minutes, par exemple un traumatisme ou une fracture, là, il faudra discuter l'arrêt du traitement. Ce traitement sera poursuivi à vie. Dans le cas où le risque est élevé, supérieur à 8%, c'est la situation où le patient présente un cancer actif, un ou plusieurs épisodes thromboemboliques, et dans le cas où le patient présente un syndrome des antiphospholipides. Et dans tous les autres cas intermédiaires, où le risque est intermédiaire justement, là, il faudra discuter en fonction justement des facteurs de risque présentés par le patient, en fonction de la pathologie, comme par exemple une pathologie inflammatoire ou une pathologie auto-immune. Et là, on va se baser sur une balance bénéfice-risque, tout en sachant qu'actuellement, avec l'apport des AOD, la balance tend plutôt vers le maintien du traitement. Pour le suivi à long terme, là, chaque année, il faudra suivre le patient, évaluer la persistance de la dyspnée, réévaluer le risque de saignement et considérer la poursuite ou non du traitement antiplaquettaire.
Pour le traitement de l'embolie pulmonaire chez la femme, le traitement hormonal peut être poursuivi durant le traitement anticoagulant, et ceci pour prévenir justement une grossesse et au cours de laquelle on peut avoir un risque hémorragique, tout en sachant que les patients qui sont sous traitement hormonal et qui ont présenté une embolie, le risque n'est pas, il n'y a pas une majoration du risque d'embolie. Chez la femme enceinte qui a des antécédents thromboemboliques, donc associé à un traitement hormonal, elle doit recevoir un traitement prophylactique dans l'antépartum ou le postpartum. Donc, pour conclure, les récentes recommandations européennes pour le diagnostic et le traitement de l'embolie pulmonaire comportent plusieurs changements clés qui facilitent la prise en charge de cette pathologie. Leur connaissance et l'adhérence à ces recommandations permettent l'amélioration du pronostic du patient. Je vous remercie.